Deux cas de variole du singe, un décès. Le ministre de la Santé a fait le point hier. On en parle avec Siaka Kone et on se retrouve. Pas encore. On m'envoie sur WhatsApp, mais je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir. Mais je vois les signes, les boutons sur les gens. Franchement, je ne vois pas grand-chose dessus. Donc, je voulais savoir, peut-être, je peux expliquer. Bon, j'entends parler, mais je ne sais pas grand-chose dessus. La variole du singe est une réalité en Côte d'Ivoire. Ce mal, identifié dans plusieurs pays africains, a été détecté pour la première fois en Côte d'Ivoire au début du mois de juillet à Taboul, dans la région de Bassa-Sandra. À ce jour, 32 cas confirmés sur le territoire ivoirien, dont 11 à Abidjan et 21 à l'intérieur du pays. La région du Béré est un foyer important avec 9 cas dans la seule localité de Dianra. Au total, un décès, 6 guéris et 25 malades sous traitement sur les 32 cas confirmés en Côte d'Ivoire. Une souche plus compliquée a fait son apparition dans plusieurs pays africains, le foyer principal étant la République démocratique du Congo. Plus contagieuse, plus virulente et plus mortelle, elle a fait exploser le nombre de malades de la variole du singe, rebaptisée Mpox depuis novembre 2022. Pour sa part, l'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique face à cette flambée du nombre de cas. En Côte d'Ivoire, le laboratoire de l'Institut national d'hygiène publique, INPH, rassure. C'est la préoccupation actuelle pour tous les pays. Dans notre pays, pour l'instant, la souche qui a fait l'objet d'analyse au laboratoire, nous n'avons pas encore identifié la souche dont vous parlez, c'est-à-dire le variant qui a été observé en RDC. Pour nous, jusqu'à présent, c'est le clade de l'Afrique de l'Ouest qui circule chez nous. Afin d'éviter la propagation de la maladie, l'Organisation mondiale de la santé recommande. L'OMS recommande que pour l'instant, les pays mettent l'accent sur l'information des voyageurs et que des personnes qui présentent des symptômes prennent des mesures, n'est-ce pas, minimum pour ne pas propager la maladie. À noter que le Mpox se propage soit de l'animal à l'homme et ce, par contact avec les sécrétions d'animaux infectés tels que les rongeurs et les singes. Soit par voie interhumaine, c'est le contact physique avec une personne malade ou ses sécrétions, notamment l'urine, la sueur, les gouttelettes respiratoires et même le sang. Tout objet ayant été en contact avec une personne infectée est aussi un moyen de contamination. Les autorités ivoiriennes emboîtent le pas aux institutions internationales. Elles recommandent à tous la vigilance afin que tout cas suspect soit immédiatement signalé pour être pris en charge grâce au dispositif de crise. Alors, messieurs, c'est une autre situation, on dira une autre épreuve côté sanitaire pour la Côte d'Ivoire, Félix Bonnet. Une autre épreuve sanitaire pour l'Afrique. Bon, nous allons parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il est vrai qu'on est passé pratiquement de cas résiduels, 1-2 cas, on se retrouve aujourd'hui à 32 cas. Mais il ne faut pas s'alarmer parce que, vu le dispositif pris par le gouvernement ivoirien, on a entendu le ministre de la Santé, on sent que la Côte d'Ivoire a pris les taureaux par le corne. Et il faut savoir que sur les 32 cas, il y a quand même des guéris. Il y a 6 personnes qui ont été déjà guéries. C'est déjà un bon signe. Le fait de savoir qu'il y a des guéris, ça veut dire qu'on a guéri. C'est-à-dire qu'on peut en guérir. Il n'y a qu'un seul cas qui est décédé, c'est certainement le premier cas. Il fait partie des premiers cas. C'est-à-dire ceux qui ont surpris au départ lorsqu'on a constaté des cas dans notre pays. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer parce que le dispositif mis en place devra permettre de contrer cette j'allais dire autre maladie, mais également aussi il y a un vaccin qui s'annonce et la Côte d'Ivoire est déjà dans la disposition, a pris déjà les dispositions pour pouvoir avoir ce vaccin. Vivement ce vaccin parce que pour l'instant je crois qu'il a annoncé pour la RDC qui est le foyer, j'allais dire l'épicentre de cette pandémie. Donc par ma part il n'y a pas de matière à s'alarmer. Et il faut saluer déjà j'allais dire la réaction spontanée du gouvernement et toutes les bonnes informations que le ministre a annoncées, que la population prenne les dispositions, qu'ils respectent déjà ces dispositions. Je crois qu'on s'en sortira encore, comme on l'a eu, ça a été le cas pour le Covid. Le professeur ? Oui, effectivement, je suis d'accord avec Félix. La situation est certes préoccupante, mais elle n'est pas alarmante. L'OMS a déjà averti que, contrairement à la Covid où il y a eu confinement et autres, dans ce cas précis, là, il n'y aura pas de reconfinement, encore moins de fermeture de frontières. Donc, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Félix, les mesures sont en train d'être prises par l'État de Côte d'Ivoire, qui est conscient du mal que cela pourrait, bien entendu, créer au niveau de l'économie et au niveau de tous les secteurs, pour rapidement endiguer cette maladie-là. L'enseignant Bakayoko ?
Oui, c'est vrai que nous sommes face à une urgence sanitaire. D'ailleurs, ça a été déclaré comme tel par la communauté internationale. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, les autres l'ont dit. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est le plan de riposte que le gouvernement de Côte d'Ivoire met en place pour pouvoir faire face à l'épidémie. Et ce plan de riposte prend en compte tous les aspects. Vous avez vu que les outils de défense ont tous été réactivés ou activés. Maladies infectieuses, il y a des épidémiologistes qui ont été déployés, il y a un plan de surveillance qui est mis en place. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire est en train de se prémunir pour ne pas que ça devienne une épidémie très grave sur son territoire. C'est vrai, 32 cas, c'est déjà énorme, mais il y a des cas qui sont guéris et ça, c'est vraiment encourageant. Maintenant, il y a des recommandations qui ont été faites parce que tout ne revient pas aux autorités. Il y a une part où les populations doivent aussi prendre la mesure de la menace. Donc, il y a eu des recommandations, par exemple, éviter les rongeurs. Il y a beaucoup d'autres dispositifs qui sont mis en place et il y a beaucoup d'autres recommandations aussi qui sont faites à ces populations-là qu'elles doivent respecter. Parce qu'aucun plan de riposte, même si c'est un plan qui fait un maillage systématique du territoire, si les populations n'adhèrent pas au dispositif sanitaire qui est mis en place, il est évident que ce plan ne va pas porter les fruits escomptés. Donc ici, moi je dirais que tout le monde est interpellé, aussi bien le gouvernement qui doit prendre des mesures vigoureuses. Déjà, ce qui est fait présage que le gouvernement est préoccupé par la question, mais comme je l'ai dit, il est aussi souhaitable que toute la population prenne la mesure du danger et observe les gestes barrières et les autres dispositions qui ont été édictées par le gouvernement pour pouvoir éviter la maladie. Saint-Claver et la Lancino peut-être met l'accent sur la sensibilisation aussi par rapport à cette maladie qui sévit, comme on l'a dit tout à l'heure en Afrique, mais particulièrement chez nous aussi. Oui, effectivement. Moi, je me réjouis d'ailleurs de la sensibilisation qui est faite par le ministère de la Santé. D'ailleurs, hier, le ministre est revenu sur la situation. Il y a eu 32 cas, mais il faut noter tout de même que la situation évolue parce qu'au 1er août, on était à 6 cas, au 20 août, on était à 28 cas. Et hier, le ministre a noté 32 cas, ce qui veut dire que la situation évolue et c'est une maladie qui est contagieuse. Il ne faut pas perdre cela de vue. Et je pense qu'il faut déjà déployer les moyens pour endiguer ce virus-là parce qu'il y a les contacts. C'est une maladie qui s'attrape au contact hommes et hommes et au contact animaux et hommes. Donc, il faut déjà déployer les moyens tant du point de vue humain que du point de vue de la logistique, des médicaments, des vaccins. Le ministre l'a nommé, mais déjà, il faut vite se déployer sur le terrain. C'est vrai qu'on a passé l'étape de la psychose. Parce que si les autorités n'avaient pas réagi promptement, la psychose aurait pu gagner la population. Et puis, bon, voilà, c'est là... Il faut rappeler que c'est 15 districts sanitaires qui sont touchés, sur 113. Vous l'avez dit, ce n'est pas alarmant, mais l'aspect sensibilisation, peut-être qu'il faut aussi mettre l'accent sur cette question. Mais je pense que c'est de ça qu'il s'agit, parce que quand on regarde, j'allais dire... les moyens de les voies de contamination, je crois que si la sensibilisation, les populations sont suffisamment sensibilisées, comme c'est le cas présentement, je crois qu'on pourrait éviter éventuellement que ça ne s'amplifie parce qu'il faut qu'il y ait un contact humain. Donc ça veut dire que toutes les fois qu'il y a un cas de personnes, systématiquement, les populations devraient pouvoir toucher le centre de santé le plus proche pour que cela ne se gère pas en famille et que ça ne s'étende pas au sein des familles et des communautés. Moi, je pense que c'est vrai, c'est 15 districts qui sont touchés. C'est 32 cas qui ont été relevés, partant de 2, 3 à 32 cas. Je crois que c'est un peu énorme. Mais j'insiste encore, le fait de savoir qu'il y en a qui ont été guéris,
dans ce laps de temps, ça prouve qu'on ne devrait pas quand même s'alarmer. Il faut très vite saisir les autorités sanitaires des zones où on se retrouve et on pourra circonscrire rapidement ce mal. Oui. Effectivement, comme l'a dit Félix, je suis d'accord, mais il faut donc demander une participation accrue de la population pour qu'éventuellement on puisse signaler tous les cas qui pourraient être suspects, de sorte à alerter rapidement les autorités sanitaires. Mais je pense que notre gouvernement fait déjà, de mon point de vue, beaucoup preuve de responsabilité en anticipant. Hier, tout à l'heure, Barayoko l'a dit, avec toutes les mesures qui ont été prises, le ministre l'a dit, il y a des personnes, les spécialistes en la matière qui ont été déployés déjà dans la zone du Diarra, qui sent que est la zone la plus touchée actuellement. Où il y a 9 déjà 9 cas. Donc je pense que... Avec 2 guéris. Avec 2 guéris déjà, effectivement. Donc cela sous-tend que le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation et qu'il est en train de faire tout mettre en œuvre pour que la situation soit maîtrisée au plus vite. Bon, là, il y a, j'allais dire, une information qui, on va dire comme ça, qui, dans cette grisaille, est un peu intéressante. On dit que ce n'est pas la même souche qui sévit à RDC que nous avons ici. Donc ça veut dire déjà que c'est une souche... Et puis les différents cas, le ministre l'a précisé, n'ont pas de lien. Voilà, effectivement, entre eux. Donc je pense que la situation est quand même maîtrisée de mon point de vue. Il faut le noter, comme l'a dit le professeur, la souche actuellement qui a été découverte en Côte d'Ivoire, c'est la souche précédente qui avait suscité la réaction de l'OMS. C'est cette souche-là actuellement qui a été découverte en Côte d'Ivoire. Mais les analyses sont en cours pour voir si la souche actuelle qui est très contagieuse et mortelle est en passe d'arriver sur notre territoire. L'enseigné. Ce qu'il faut féliciter aussi, c'est la transparence dont fait preuve les autorités ivoiriennes qui ne cherchaient pas à cacher ou à occulter la survenue de cette pandémie. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Et puis, il y a la mobilisation générale qui est là. Et on sait bien que le ministère a déployé tout ce qu'il a comme spécialiste pour faire un maillage systématique du territoire ivoirien afin de déceler les cas de variole du singe. Donc, à l'heure où nous sommes, nous ne devons pas nous inquiéter outre mesure. C'est vrai, il y a certains compatriotes qui font face à la maladie, mais nous pensons que cette maladie ne sera pas de très grande envergure comme l'Ebola ou alors le coronavirus. Mais cela n'empêche que, quand on a fini de dire ça, je le répète, c'est que la population se prémunissent quand même et qu'ils ne se laissent pas attendrir par le fait qu'on dise que c'est une maladie, la situation n'est pas alarmante. Il faut que les gens prennent chacun à son niveau des dispositions idoines pour pouvoir canaliser la propagation de la maladie, pour pouvoir épargner les familles des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de santé publique et tout le monde, y compris les autorités, le gouvernement, doit avoir une synergie d'action entre le personnel de la santé, les populations, les gouvernants, et pour que tout le monde s'implique afin de maîtriser cette maladie qui, si on ne prend pas toutes les dispositions, peut devenir une question qui va créer de la psychose au sein de la population. Alors, messieurs, on va aller rapidement en politique puisqu'on a fait le tour sur cette première question. Permettez, je voulais dire juste qu'il faut que les cas suspects soient isolés parce que ce sera la rentrée scolaire et la promiscuité entre les populations va s'accroître. Il faudrait que tout cas suspect soit signalé et isolé. Non, et je voudrais préciser aussi qu'on ne parle pas de promiscuité, proximité. Il fallait dire. Promiscuité. Voisinage désagréable. On a un professeur de français sur le plateau, professeur Diakay Diakoné. Je préfère la proximité des élèves. Bon, d'accord. Dans nos écoles, il n'y a pas de promiscuité. Les élèves seront proches dans les salles de classe, dans les véhicules de transport. Et ça, c'est de la promiscuité. Dans les cantines. Mais la promiscuité révèle un peu de saleté, un peu de... On a compris l'idée, je pense. On va passer au prochain sujet politique 2025 qui se prépare. Les partis d'opposition s'organisent. De l'appel de Benoît à la déclaration du 9 août, la scène politique est en mouvement. On le voit avec Ahmed Traoré. À 14 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'opposition cherche son unité. Elle estime que cette union peut créer une nouvelle dynamique et si une candidature unique semble hautement improbable, il est possible en revanche qu'elle aboutisse à un report de voix en quart de second tour. Ce, pour soutenir le candidat de l'opposition face au candidat du RHTP. Pour atteindre cet objectif, le président exécutif du PPACI, Sébastien Danon-Djedje, a annoncé avoir engagé des discussions avec les principales forces politiques
de l'opposition et une vingtaine de micro-partis dans la perspective de la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Presque tous les responsables rencontrés ont donné leur accord de principe ou leur accord total à un projet d'union. Cette initiative vise à éjecter le RHDP du pouvoir d'État au dire du président exécutif du PPACI. La forme que prendra cette future union est encore floue. Alliance électorale, coalition, elle sera déterminée de façon consensuelle, promet Abiba Touré, la porte-parole du PPACI. Le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan et allié du RHDP n'a pas signé la déclaration commune. Ces dernières semaines, des informations avaient filtré dans la presse locale selon lesquelles le FPI était déchiré en interne sur la conduite à tenir. Alors qu'une faction souhaiterait nouer une alliance avec le PPACI, Pierre Dagbo, l'un des vice-présidents du parti et proche de Pascal Affi-N'Guessan, a affirmé que le FPI ne se sentait pas concerné par la perte de Laurent Gbagbo, car n'étant plus un parti d'opposition. Quant au Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP de Charles Blé Goudé, il se donne le temps de la réflexion. Mais alors, monsieur, faut-il dire que l'opposition est unie, vraiment, cette fois, à regarder les événements de ces derniers jours, Saint-Claver? Le fait que l'opposition se retrouve ne veut pas dire forcément, dans ce cas précis, que l'opposition est unie. L'opposition est à la recherche de son union. Il y a des conditions de part et d'autre qu'il faut remplir pour parler de cette unité. Mais déjà, je pense que le président Laurent Gbagbo à Bonois a lancé la balle. Il a dit que tous ceux qui veulent que le pouvoir RHDP ne soit plus là en 2025, qu'ils rejoignent son parti politique pour s'activer dans ce sens. Simone Gbagbo, c'est la même chose. Donc, il faut dire aujourd'hui que les dés sont jetés et chacun essaye de jouer sur sa responsabilité face à cet appel qui est lancé, à ce rassemblement qui est lancé. Et je pense que ce n'est pas mains et pieds joints que l'opposition va se retrouver tout de suite pour chercher à enlever le pouvoir RHDP de là où il est. Il faut travailler à un certain nombre de choses. Après l'appel du président Laurent Gbagbo, il y a des rencontres qui sont effectuées concernant le PPACI, c'est le ministre Sébastien Dano-Diédié qui a les cartes en main. Il dit qu'il a rencontré les différents acteurs qui ont donné leur accord de principe. Donner son accord de principe ne voudrait pas dire qu'on est d'accord, qu'on y va. Et d'ailleurs, il a rencontré Charles Blé Goudé qui s'est prononcé déjà. On va en parler tout à l'heure, oui. Mais lancez déjà ce premier regard sur l'actualité au niveau de l'opposition ces derniers jours. Oui, c'est vrai que ce serait bien que l'opposition se réunisse. Mais ce que je vois là, c'est un jeu de dupes. Parce que je ne vois pas comment cette opposition pourrait parler d'une seule voix. Et quand je prends dans les détails, je prends le personnage, vous savez, Simone Gbagbo, il y a un contentieux extra-politique qui le lie et les ressentiments sont encore vivaces. Et ça l'a été davantage ces dernières semaines. Alors quand on sait bien que Laurent Gbagbo veut se servir du PDCI et de Tidiane Thiam comme marchepied pour pouvoir imposer sa candidature, tout le monde le sait. Il y a aussi que Tidiane Thiam, lui, prie pour l'inéligibilité de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro pour pouvoir espérer glaner les voix de ces deux partis en sa faveur en 2025. Et quand on voit le président Blé Goudé, lui, il se désole de l'absence de programme clair et du hot-pot que je m'y mette. Et quand on prend d'autres acteurs politiques, franchement, c'est une coquille vide, c'est une alliance de dupes. Et puis, les gens avec qui il a signé, par exemple, le PPACI dit qu'il est en accord, préaccord avec 28 formations politiques. Je me demande quels sont ces partis politiques que représentent. Ce sont des coquilles vides. Anaki Kobenan, Daniel Boni-Claverie, Henri Niava, Sam l'Africain. Bon, franchement, ceux-là, je voudrais que quelqu'un ici me présente un siège qui représente le parti de ces gens. Ils sont combien dans leur parti? Moi, je ne vois pas. Donc, pour moi, ces alliances-là, je ne vois pas comment ça va se tisser. Et même Guillaume Soro aussi veut être utilisé comme cheval de Troie pour pouvoir accéder là. Donc, moi, je crois que ce projet d'alliance-là, c'est vraiment... c'est un jeu de dupes, c'est une aventure sans lendemain.
pour ma part, vous avez vu, le FPI d'Abou Bodé a répondu qu'il ne se sentait pas concerné. Le commentateur l'a dit tout à l'heure. Donc pour moi, il n'y a aucune visibilité dans un projet d'alliance de cette opposition-là, parce qu'en réalité, il faut qui sera le numéro 1. Guillaume Soro a dit qu'il n'a pas voulu être le numéro 2 d'Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Je ne vois pas comment lui sera le numéro 2 d'un Laurent Gbagbo ou d'un Tidjane Thiam. Donc ça veut dire que tout ça, ça ressemble un peu à du cirque, à du cinéma, pour pouvoir amuser la galerie, c'est donner l'impression d'avoir une opposition unie, mais en réalité, c'est une opposition complètement fragmentée aujourd'hui, qui est une opposition sans lendemain, sans âme. Vous, Félix Boni, est-ce que vous êtes d'accord avec l'approche de Lanciné? Partiellement, je suis d'accord avec l'approche de Lanciné parce que quand on regarde certains acteurs qui ont été cités, effectivement, qu'est-ce qu'ils représentent réellement sur la place politique ivoirienne? Par contre, en politique, il n'y a pas d'impossible en politique. Et c'est en cela que je ne partage pas totalement ce que Lanciné dit, parce qu'il ne faudra pas tout de suite penser que ce n'est pas possible. Tout est possible. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois dans cet appel et les démarches qui ont été entreprises une sorte de reconstitution de ce qu'à l'époque, ils avaient appelé le Congrès national, Congrès pour la résistance et la démocratie, le CNRD, Congrès national pour la résistance et la démocratie. Je crois que c'est une reconstitution de cette gauche qui, à un moment donné, ça allait même au-delà de la gauche, parce que quand on voit le parti de Laurent Dona Folgo qui avait adhéré à cela, Laurent Dona Folgo venait de la droite, c'est-à-dire du PDCI-RDA. C'est une sorte de reconstitution de cet ensemble qui avait soutenu à l'époque, pendant la période de crise, le président Gbagbo lorsqu'il était au pouvoir. Malheureusement, pour reconstituer ce bloc, il aurait fallu que des acteurs clés soient déterminants dans les réponses qui ont été données. Alors, je vois que les démarches qui ont été entreprises par Sébastien Dano-Yigué vont même au-delà de la gauche, parce que le PDCI a également été contacté. J'ai noté dedans que parmi les 28 formations qui ont été contactées, le PDCI. Je note que Charles Blé Goudé et le COGEP sont encore sur la réserve. Ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui. Ils sont encore sur la réserve. C'est-à-dire que peut-être les négociations vont continuer et peut-être demain ils reviendront ou ils ne reviendront pas. Je note qu'au niveau de Simone Gbagbo, c'est ni oui ni non, mais ils sont plus ou moins dedans. Parce qu'il faut le dire tout net, c'est Simone Gbagbo qui a été la première à appeler à la reconstitution de la gauche ivoirienne, et avant qu'il y ait l'appel de Benoît. Je note qu'au niveau d'Afinguessan, il a des difficultés pour rejoindre le bateau parce qu'à son sein, il y a une sorte de division. Bakayoko vient de le souligner tantôt. Donc, du coup, pour que ce bloc soit véritablement solide, il faudrait que ces gros acteurs, ceux-là qui étaient déjà le FPI auparavant, et qui formaient, j'allais dire... Mais il a envoyé quelqu'un le représenter à la rencontre du 9 août. Oui. À la maison du parti. Il a envoyé quelqu'un le représenter au 9 août à la maison du parti, c'est vrai, mais ça, c'est un autre bloc. C'est un autre bloc de l'opposition également qui se met sur place à la maison du PDCI, où il y a eu 9 signataires d'une déclaration. Mais là, et 11 partis et deux de la société civile. 11 partis et 2 de la société civile. Mais là, ici, on une formation politique, dirait-on, parce que 9 partis politiques et 2 de la société civile. Mais là, ce bloc qui est en train de se former devrait être un bloc qui peut-être... devrait être supervisé par un grand Manitou, je dirais le président Laurent Gbagbo, et de ce bloc, moi je vois plutôt le bloc socialiste. Il disait que peut-être le PPAC veut se servir de Tidjane Thiam comme marchepied, je ne pense pas. Non, pour pouvoir imposer sa candidature, pour pouvoir l'imposer dans la rue par des manifestations populaires, par exemple. Non, je crois que Tidjane Thiam, le PDCI... Peut-être que ça repose aussi la question de la forme de ce regroupement. Moi, je vois dans l'appel de Benoît une sorte de reconstitution de la gauche. Et je crois que le PDCI est très déterminé à aller aux élections et ne se laissera pas, j'allais dire, phagocyter par une autre quelconque formation politique. Et en la matière, je crois qu'on est en train de se retrouver avec le bloc de la gauche socialiste, veut être très forte pour pouvoir, ensemble avec le PDCI, éventuellement faire une alliance, une sorte de coalition pour aller au pouvoir, comme ça a été le cas du tout sauf Gbagbo à l'époque. Ils sont dans une dynamique du tout sauf Ouattara, de sorte à se mettre ensemble. Félix, dans ce cas, qu'on nous dise clairement que Gbagbo veut faire une alliance avec lui-même. Parce que s'il veut reconstituer le CNRD, qui est lui-même, ou l'ancienne LMP, ça veut dire que, et tous ceux qui ont été cités, les 28 partis, ils sont quasiment tous les anciens membres de
la galaxie patriotique. Ça veut dire que l'alliance qu'il veut faire, c'est une alliance avec lui-même. Il n'est pas membre de la galaxie. Il veut signer avec lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Bakayoko, ce qu'il faut noter, c'est que c'est maintenant que le président Gbagbo a lancé l'appel. Et les contacts sont en train d'être noués pour s'asseoir et discuter sur la forme que va prendre. On n'a pas encore entendu le professeur. Voilà. Je passe la parole au professeur. J'allais terminer là pour dire que aujourd'hui, chacun essaie de monter les enchères. Quand vous voyez la réaction du parti de Blé Goudé, il monte les enchères, il ne va pas se vendre moins cher. C'est une formation politique qui s'est préparée, qui est née, qui a aussi des ambitions, qui a des projets. Alors, c'est autour de la discussion que chacun maintenant va dire j'y vais. Et je vais arriver également aussi à mettre quelques pions au niveau de cette coalition éventuelle qui, ma foi, a encore du temps, n'a pas suffisamment de temps pour se mettre sur pied, parce que nous sommes à 13 mois des élections et c'est quelque chose qui aurait dû être préparé encore plus. De 2025. Professeur Koné. Oui, effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf qu'il faut restituer, j'allais dire, replacer le propos de Laurent Gbagbo dans son contexte. C'est que nous sommes à 1 an, tout à l'heure, Félix l'a dit, à 13 mois des élections. Donc c'est une sorte de ballon d'essai que le président Laurent Gbagbo vient de lancer, de sorte que tous les partis politiques qui ont des velléités d'alliance, et bien sûr, les alliances, on en aura, je vous assure, même des alliances contre nature, il faut s'y attendre. Mais ce sont des choses qu'il faut envisager parce que, comme on l'a dit, on veut tous se mettre ensemble pour enlever, ou bien, j'allais dire, éjecter le RHDP du pouvoir, ce qui, évidemment, ne sera pas facile vu, j'allais dire, tout ce que ce parti-là a apporté au pays. Donc, il est évident que tous ces partis de gauche qui sont en des velléités d'alliance, malgré leurs problèmes internes, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes internes au niveau de ces différentes parties. On attend de voir véritablement comment les choses vont se passer, mais en tout état de cause, je reste convaincu que ça va être un peu difficile parce que vraiment, il y a beaucoup de contradictions internes quand même. D'accord, oui, une contradiction interne parce qu'il y a eu le 14 juillet, on a le 9 août avec 2 leaders en griffe, 2 leaders différents qui lancent cet appel. Finalement, qu'est-ce qu'on va retenir alors? Finalement, ce qu'il faut noter, c'est qu'on observe là maintenant que ces partis-là, effectivement, se retrouvent, s'asseyent pour essayer chacun à son niveau, poser ses préoccupations et voir si les préoccupations de ce que chacun va poser, si ces préoccupations-là seront mises ensemble et permettre à ces partis-là de faire bloc pour vraiment mettre en marche le tout sauf Ouattara. Donc moi je pense que c'est déjà trop tôt de commencer à tirer dans les ailes de l'appel qui a été lancé. C'est trop tôt déjà de dire que ça ne va pas prendre forme, c'est trop tôt de dire que ça ne va pas... Peut-être parce qu'il y a des absents qu'on a, il y a des absents, ou alors des partis ou des personnes, et non des moindres qui hésitent encore. Ce qui est intéressant pour les élections de 2025, il aura de mon point de vue plus de chocs au niveau des égos que des chocs au niveau des idéologies politiques. Parce qu'il y a trop de problèmes d'ego au niveau de nos leaders politiques. Quand je vois, par exemple, le cas de Blé Goudé avec ce qui se passe actuellement au niveau de l'appel au PPACI, j'ai l'impression que le COJEP est en train de chercher à, comment on le dit comme ça, une vieille querelle qui l'oppose au PPACI depuis leur retour de la haie, Laurent Gbagbo et Blé Goudé y compris. Donc c'est des problèmes comme ça qu'il faut envisager dans la perspective 2025, plus des problèmes de personnes que des problèmes d'idéologie. Oui, professeur, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais la question que les militants et la société civile qui est dans l'opposition ou proche de l'opposition va poser à ces leaders politiques-là aujourd'hui, c'est est-ce que ces leaders politiques-là sont véritablement engagés pour faire partie le RHDP du pouvoir, comme le souhaite le président Laurent Gbagbo. Si tant est que ces partis-là et ces leaders sont d'accord aujourd'hui que le président Alassane Ouattara parte du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions à mener? Qu'est-ce que chacun peut faire pour renoncer à ses égos? C'est ça la question principale qu'il faut leur poser. Mais si chacun est cantonné sur ses intérêts, c'est clair qu'il y aura des chocs qui vont se faire et l'opposition va s'émietter encore et va aller aux élections de façon séparée. On l'a vu au Sénégal. L'opposition au Sénégal, au départ, chacun avait ses intérêts à défendre de part et d'autre. Mais à un moment donné,
l'opposition s'est retrouvée, s'est unie. On a vu le parti Ousmane Sonko, le PASTEF, qui a été mis en orbite par l'ensemble des partis politiques de l'opposition. Et effectivement, ils ont réussi à faire tomber Macky Sall. Et je pense que si la question que le président Laurent Gbagbo a posée, si la préoccupation qui est est-ce que vous êtes d'accord, l'opposition, vous êtes d'accord qu'on fasse partie, le président Alassane Ouattara, du pouvoir en 2025, si vous êtes d'accord, venez, nous allons nous asseoir pour discuter. Et si dans les discussions, lui-même, il se heurte à la question de sa candidature, que pour que sa candidature n'est pas opportune, je pense qu'il sera devant ses responsabilités. D'accord. Félix Bonny. Je partage plus ou moins tous ces points de vue. Moi, pour ma part, je pense que effectivement, devant l'objectif commun, parfois les égos peuvent tomber. N'empêche qu'il faut le dire, il y a beaucoup de blessures, beaucoup d'égos, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais comme l'a dit Clavet, devant l'objectif commun, il est possible que les gens laissent tomber les égos et qu'ils se disent, bon, OK, on a un objectif à atteindre, donc, parce qu'au-delà de tout, ils ont une base idéologique commune. Quand vous regardez toutes ces formations politiques, si on fait la soustraction du PDC-RDA, qui a sa ligne politique et son candidat, tous les autres qu'on a cités ont une base, j'allais dire, idéologique commune avec le PPACI. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, au niveau du FPI ou d'Afingessant, c'est vrai qu'il y a un partenariat du FPI avec le RHDP, mais n'oublions pas que la dernière sortie d'Afingessant ressemblait à une sorte de rupture du partenariat. Mais comment on comprend justement la présence du parti ou de l'envoyé du AFI à cette rencontre du 9 ? Mais justement, c'est la rencontre. Alors, il ne faut pas confondre la rencontre du 9 avec l'appel de Benoît. La rencontre du 9, c'est un ensemble de formations politiques qui décident de se mettre ensemble pour réclamer des conditions, j'allais dire, justes et transparentes pour des élections apaisées en 2025. C'est différent de l'appel de Benoît qui veut rassembler des formations politiques pour aller aux élections, pour faire tomber, j'allais dire, le RHDP. Je ne dirais pas le président Ouattara, mais le RHDP. Alors, aller aux élections pour faire tomber le parti au pouvoir et se mettre ensemble pour créer des conditions d'élection, c'est très différent. Donc, je crois que la rencontre du 9, AFI y était en tant que FPI, mais pour l'appel de Benoît, pour l'instant, la présence d'Afingessant dedans est plus ou moins compliquée parce que pour certains de ses partisans, on a un partenariat avec le RHDP, donc on ne peut pas revenir encore dans la famille socialiste, alors qu'apparemment, le partenariat ne tiendrait plus. En tout cas, à regarder la ligne politique d'Afingessant, ce partenariat ne devrait plus tenir, eu égard à ses derniers discours, et où il s'est montré très critique envers le RHDP. Toujours est-il que, comme je le dis, ils ont une base idéologique commune et devant le but, devant l'objectif, il est possible qu'ils puissent se rassembler et qu'ils laissent tomber tous les égos. Félix Bonny, excusez-moi. Juste en 30 secondes et puis l'enseigner. Félix Bonny, je pense que le FPI de Pascal Afingessant et le RHDP sont en partenariat. Donc la présence du FPI avec l'opposition ne se comprend pas. Moi, je pense que si vous êtes en partenariat et que vous pensez que les conditions d'élection libres et transparentes ne sont pas réunies, mais interrogez votre partenaire. Retrouvez-vous avec votre partenaire, interrogez-le. Vous avez suivi le dernier discours d'Afrique. C'est peut-être pour ça. C'est un discours de rupture de ce partenariat qui ne dit pas son nom. Oui, mais est-ce que le bilan de ce partenariat a été fait au niveau du FPI ou au niveau des instances? En dehors de quelques cadres du FPI qui se retrouvent dans des communes et régions, vous êtes sûr que ce partenariat marche réellement? Oui, mais comme tu le dis, le parti, comme tu le dis, il y a des cadres de ce parti qui profitent de ce partenariat. Absolument. On a Diabaté Bey qui est adjoint au maire à Bobo. On a Dagbo Godé lui-même qui a réagi un moment, qui est adjoint au maire à Yopougon. Dans le Guémon même, il y a eu une déclaration commune qui a été faite de tous les militants FPI. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez vu les deux directions de ces formations politiques s'asseoir, se parler, pourquoi on parle? Parce que des partenaires, c'est des gens... Mais toujours est-il, Félix, quand même, il faut reconnaître que c'était une présence qui envoyait un message. Et avec l'opposition le 9 août... Évidemment. Oui. Cette présence envoie un message qui, si on ajoute à ce message le dernier discours d'Afingessant, ça montre une sorte de rupture de ce partenariat qui ne dit pas son nom. Oui. D'accord. Lansine Bakayoko. Moi, je pense que c'est un projet, ce projet d'union, c'est un projet qui ne marchera pas. Moi, je vais être factuel.
Moi, je vais être factuel. Tu es devenu charlatan. Oui, mais non, nous sommes dans l'analyse. Ça ne marchera pas. Le charlatanisme, peut-être. Non, bon, si tu cherches des charlatans, c'est pas vers chez moi. Impossible n'est pas politique. Oui, nous sommes en politique, mais nous aussi, nous avons la capacité d'analyser une situation politique. Nous sommes dans un projet, comme je le disais, un projet incertain. Parce que vous voyez... Est-ce que tu savais que le RHDP allait naître un jour? Et que Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara se mettraient ensemble un jour, on s'entendrait un jour, quand on regarde ce qui s'est passé entre ces personnalités, entre leurs différentes formations politiques. Bakayoko, en politique, il n'y a pas d'impossible. Ok. Moi, je vais être factuel. Vous savez, c'est comme on est dans une armée où il n'y a que des généraux, en fait. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut que la coalition de l'opposition se fasse autour de lui. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que c'est lui qui doit être le leader de cette opposition, en tout cas le porte-étendard de cette opposition à l'élection présidentielle. C'est visible. Mais aujourd'hui, quand je vois la dynamique dans laquelle se trouve le PDCI-RDA, je ne vois pas comment le PDCI qui croit en ses chances avec le président Tidjane Thiam en 2025 laisserait le champ libre à Laurent Gbagbo. Je vous ai dit tout à l'heure que Guillaume Soro dit qu'il ne sera plus jamais numéro 2 de quelqu'un. Il sera toujours... Il veut être le numéro 1. Il faut être là pour être numéro 1. Oui, mais il a répondu à l'appel. Il n'est pas là, mais il a répondu à l'appel. Et quand on n'est pas là, parfois, on s'aligne. Félix, il n'est pas là, mais il a répondu à l'appel. Il ne peut pas être numéro 1 quand on est à l'extérieur. Il faut être sur le terrain pour être le bon joueur. Laurent Gbagbo n'est pas éligible, mais il veut être candidat, non? Oui, c'est pas la même situation. Lui, il est à l'intérieur. Est-ce que c'est pas la même situation? Quelle est la différence aujourd'hui entre la situation du président Laurent Gbagbo et la situation du Premier ministre Guillaume Soro? C'est quasiment la même chose. La différence, c'est que lui, il est sur le banc de touche et l'autre, lui, n'est même pas sur le terrain. Laurent Gbagbo est sur le banc de touche, mais n'empêche qu'il ne pourra pas rentrer sur le terrain, en tout cas en l'état actuel. Et Guillaume Soro, qui est à l'extérieur, lui non plus ne peut pas rentrer sur l'aire de jeu, en tout cas en l'état actuel. Bon, vous voyez, donc nous sommes dans un jeu de ruse entre ces grands leaders politiques et tout le monde voit bien que le FPI, qui est devenu aujourd'hui un parti hybride, on ne sait pas sur quel pied le PPA sur le FPI. Le FPI de puisqu'il y a un morceau qui veut être dans l'opposition et il y a l'autre morceau qui veut être avec le pouvoir. Donc, je veux dire que ça, c'est symptomatique de cette opposition ivoirienne actuelle, où tout le monde pense que il veut être le maître à bord. Donc pour moi, c'est un projet qui est mort-né, qui ne fonctionnera pas. Bon, alors, on prend les dernières réactions parce que le temps, ça va vraiment très vite. Professeur, sur la question... Je crois qu'il ne faut pas être aussi catégorique comme vous le dites, parce qu'on l'a dit, en politique, tout est possible. Là, tout reste possible en politique. Mais la situation est telle qu'il nous reste 13 mois. Oui. Je ne vois pas comment ce groupement politique-là peut s'organiser aujourd'hui et faire face au RHDP. Il va répondre pour ça la parole. Oui, je crois qu'il faut s'attendre à toutes sortes d'alliances à la veille des élections de 2025, mais dans tous les cas, tous ces partis sont conscients que le RHDP aujourd'hui a les pieds enracinés, a quand même un bilan qui compte en sa faveur. Je pense qu'ils sont tous unanimes que ça ne va pas être difficile, ça ne va pas être du jeu. C'est justement ce qui envoie toutes ces contradictions internes-là que nous voyons actuellement. Et n'empêche que moi, je pense que la gauche va se retrouver. J'ai une conviction, la gauche va se retrouver. Le PDCI va continuer sa marche avec éventuellement d'autres alliés. Et ils vont essayer de surfer la sur gauche dont tu parles là, c'est l'ancien CNRD. C'est pour ça qu'on veut faire une alliance. Est-ce que Félix est en train de nous dire qu'il pense que le PDCI va pas continuer la marche avec... Mais le PDCI ne peut pas être ne peut pas se saboter, ne pas avoir un candidat en 2025. Ça n'arrivera jamais pour être avec la gauche. Le PDCI a une barrière idéologique entre le PDCI et le PPACI. Le PDCI aura sa candidat. Le PPACI et les autres hommes de la gauche vont se retrouver. Et je suis sûr qu'ils vont s'entendre derrière un leader qui va être d'accord. Alors, messieurs, c'est passionnant. C'est passionnant. Non, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de nouveau. 30 secondes. Dans les 28 partis, les 28 groupements politiques ou sociétés civiles qui sont aujourd'hui, qui ont été contactés et qui ont donné une sorte d'accord de principe, c'est les mêmes qui étaient au CNRD. C'est pour ça que je dis qu'autant dire que nous voulons signer un accord avec nous-mêmes. C'est ce que je dis. On entend Oula sur la question, on va terminer avec lui. Vous savez, quand on parle d'union de l'opposition, c'est plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Aujourd'hui, l'opposition cherche à faire front face à Ouattara. Peut-être
l'opposition peut avoir des candidats au premier tour et au deuxième tour, l'opposition va chercher à se retrouver. Quand on parle d'union de l'opposition, ce n'est pas forcément avoir un seul candidat. Alors, monsieur, c'est une question, évidemment. Aujourd'hui, que les cadres du PDCI manœuvrent pour que l'inéligibilité des Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo soit arrêtée. D'accord, merci Lanciné. Le PDCI manœuvre pour que Laurent Soro ne soit pas candidat. Laurent Gbagbo n'est pas le seul cadre du PPACI à pouvoir être candidat. Oui. Bon, d'accord. Alors, une autre situation nous intéresse. On va sortir du pays parce que cette question, évidemment, de la politique nationale, on va la suivre de près. On va aller en Guinée pour l'instant. Une nouvelle constitution rendue publique et doit être adoptée avant la fin de l'année. Mais la question principale, Mamadi Doumbouya sera-t-il candidat? On en parle avec Chaka Kone. À la tête de la Guinée-Conakry depuis le 5 septembre 2021, suite à un coup d'État, le général Mamadi Doumbouya veut se donner une meilleure image. En stratège, il multiplie les actions à l'égard des populations. Il accuse ses prédécesseurs de s'être enrichis sur le dos des populations. Et ce n'est pas tout. L'homme fort du pays, Sékou Touré, a abandonné depuis un moment la tenue militaire. Il aborde désormais des boubous traditionnels. Le général Mamadi Doumbouya veut se présenter comme la solution aux différents problèmes de ses compatriotes. Le 21 septembre dernier, il a affirmé à la tribune des Nations Unies les compatibilités du modèle démocratique occidental à l'Afrique francophone. Pire, ce modèle démocratique importé est, selon lui, à l'origine des souffrances des populations africaines. Pour le chef de la junte guinéenne, la démocratie occidentale et le système de gestion importé depuis les indépendances ont occasionné le pillage des ressources du continent par l'Occident. Instaurer un système de corruption favorisant l'enrichissement illicite et continuel de ses dirigeants. Toute chose à l'origine de l'appauvrissement éternel des populations africaines au fil des régimes, a-t-il affirmé. Ces sorties répétées du général Mamadi Doumbouya, aussi bien au plan national qu'international, font planer le doute dans l'esprit du plus sceptique des Guinéens et des observateurs de la scène politique africaine. La promesse initiale étant de faire le nettoyage et mettre en place les conditions d'une élection démocratique ouverte aux civils. Aujourd'hui, flou et doute planent sur cette élection présidentielle devant tourner la page de la transition militaire. Entre autres préoccupations désormais, la promesse de la junte au lendemain du coup d'État et la probable candidature du général Mamadi Doumbouya. Alors, messieurs, la charte de la transition était un peu plus claire, mais à regarder la Constitution en préparation, il y a comme un flou. Saint-Claver Oula, est-ce que pour vous, il sera candidat? Mamadi Doumbouya, du moins, il peut être candidat. Mamadi Doumbouya sera candidat. Mamadi Doumbouya, il sera candidat. Vous êtes dans le même charlatanisme. Avoir déjà son attitude dans le pays, on peut estimer que Mamadou Doumbouya, il sera candidat. Regardez par exemple le traitement des leaders des partis politiques. Voilà. S'ils ne sont pas en exil, ceux qui sont au pays, ils sont en prison. Donc, et puis, les activités politiques ne sont pas menées comme il le fallait. Et cela révolte une certaine partie de la population en dehors, bien sûr, de ceux qui le soutiennent. Et puis, l'article 46, je crois, de la charte, qui l'interdit d'être candidat ouvertement, quand on prend la Constitution aujourd'hui qui sera soumise à un référendum, il y a vraiment un flou qui ne dit pas ouvertement que les membres de son comité ou son conseil sont écartés d'une éventuelle candidature à la présidentielle. Donc, à l'analyse des actes qu'il pose, et tout à l'heure le reporter l'a signifié dans son élément, et puis bon, au regard même de l'histoire de la Guinée, de tous ceux qui sont passés par là, où il est aujourd'hui, au regard de cette histoire-là, on se dit clairement qu'il sera candidat. D'accord. Il sera candidat. Moi, les choses sont claires. En Afrique, le militaire ne fait pas le coup d'État pour remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. À part l'exception de Toumani Touré, je n'en connais pas. Quand un militaire fait au pouvoir... Toumani Touré au Mali. Toumani Touré au Mali. Quand un militaire prend le pouvoir, ce qu'il cherche à faire, c'est de se recycler. Une sorte de... Si on était en économie, on allait parler de blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'il essaie de se blanchir, de se recycler pour devenir maintenant quelqu'un de fréquentable.
Donc toutes ces manœuvres, référendaires, machin, tout ça, c'est des manœuvres pour pouvoir se recycler, pour sortir de l'état de transition pour devenir président de la République. Donc ça, vraiment, moi, dans mon esprit, c'est clair. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, tous les subterfuges utilisés, vous voyez que c'est la même lexie. Ils sont dans le même champ lexical. La corruption des élites politiques, la corruption des élites économiques, et c'est nous qui pouvons mettre les choses à plat et recommencer le développement. Vous allez voir que c'est le même discours dans toute la bande sahélo-sahélienne aujourd'hui en Guinée. Donc cette charte-là, pour moi, elle va partir, elle va faire place à une constitution qui va enraciner le général Mamadou Doumbouya. C'est-à-dire qu'il sera, à mon avis, je ne vois pas comment ça va être autrement, il sera candidat. Et puis, qui sont ceux qui sont le porteur du projet? C'est vrai, le projet de loi a été fait par le gouvernement, mais aujourd'hui, quels sont ceux qui défendent ce projet? C'est le président, c'est Dansa Kourouma, qui, lorsqu'on lui pose la question si Mamadou Doumbouya va venir dans le jeu électoral, mais sa réponse, c'est vrai, peut sembler ambiguë, mais elle est claire. Il dit qu'une constitution, c'est des règles générales, ce n'est pas des règles ciblées sur un individu. Et qui est-ce qui porte le projet aussi? C'est l'ancien parti de Sékou Touré qui porte le projet. On a vu Oye Béavogui, qui est le secrétaire général de ce parti. N'oublie pas que Mamadou Doumbouya a tenté de réhabiliter, sinon a réhabilité Sékou Touré. Donc on voit clairement que Mamadou Doumbouya est en train de ratisser large, est en train de recycler le vieux système qui n'avait plus de propriétaire, puisque Sékou Touré était devenu quasiment infréquentable. Donc on sent qu'il est en train de reprendre l'héritage de Sékou Touré et puis essayer de glaner dans les autres partis, d'autant que Saint-Claver l'a dit, il a maintenu l'ensemble de son opposition aujourd'hui en exil, et ceux qui étaient réfractaires sont aujourd'hui en prison. Je pense à Biloba, je pense à Foni Kemengue. Et il y a d'autres qui sont en exil, Sékou Kondounou par exemple. Donc pour moi, Mamadou Doumbouya est en train de préparer son lit pour pouvoir se recycler, pour devenir le président de la République légitime de Guinée. Et ça, je ne vois pas aujourd'hui quel est l'obstacle qui l'empêcherait d'atteindre cet objectif. Félix Boni. Je prends à mon compte ce que mes prédécesseurs ont dit et j'ajoute ceci que les peuples ont les présidents qu'il leur faut. C'est un dicton qui se vérifie, qui se justifie partout. Et donc la Guinée et tous ces autres États auront les présidents qu'il leur faudra en dehors de la période d'exception. Mamadou Doumbouya sera-t-il candidat? Alors, quand on regarde l'allure des choses, et il a parlé de Dansa Kourouma qui a dit la Constitution ne peut pas être... c'est des textes qui sont généralisés, ce n'est pas pour cibler des cas spécifiques. Donc, on ne va pas reporter, et la Constitution n'a pas reporté la clause de l'article 46 de la Charte dans la Constitution qui laisse libre cours, je dirais finalement, aux militaires de se présenter. Alors moi, quelle est mon analyse personnelle? Mon analyse personnelle de cette situation, c'est que les Guinéens ont le choix de ce que cette Constitution permette à Doumbouya d'être candidat ou pas. Parce que c'est un projet de Constitution. La Constitution va être soumise au peuple et doit être adoptée ou pas. Il appartient au peuple guinéen de dire que... Non, soyons pas naïfs, il sera adopté. Non, depuis quand avez-vous vu dans un référendum un projet de constitution rejeté en Afrique ici? Où est-ce que vous avez vu ça? Ça n'existe pas. Ça va être adopté. Il ne faudra pas aussi insulter la conscience des peuples parce qu'on a vu, il y a des peuples qui... Le Sénégal, les populations sénégalaises le montrent suffisamment. La Guinée fait frontière avec le Sénégal. Il y a des exemples qui peuvent faire des émules dans la sous-région. Alors le peuple guinéen qui nous regarde pendant que nous sommes sur ce plateau a le choix de décider que cette constitution passe en l'état ou pas. Donc, il appartiendra au peuple guinéen de décider que cette constitution qui permet au colonel, maintenant général Doumbouya, d'être candidat, soit adoptée et qu'il soit candidat. Mais au-delà de ça, moi, mon point de vue personnel, il faut que le général Doumbouya soit candidat. Pour moi, Doumbouya, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, tous ces militaires-là, ils n'ont qu'à être candidats. Pourquoi? Parce que quand ils décideront finalement d'être candidats, qu'on les laissera être candidats, on ira à des élections rapidement et on finira avec les exceptions. Alors, comme exemple que je donnerai, ici on a eu aussi un cas d'exception qui s'est terminé par un général qui a été candidat à la fin, mais il a été battu.
Pourquoi pensons-nous que les peuples sont suffisamment idiots pour reconduire des gens qui auront été leurs tortionnaires pendant des années? Le peuple guinéen aura le temps de faire le bilan des 3 ans. Bientôt, le 5 septembre, ça fera 3 ans qu'ils sont là. Aura le temps de faire le bilan de ces 3 ans et de décider s'ils veulent qu'un militaire reconverti, parce que maintenant ils portent beaucoup de boubous et de costumes, un militaire reconverti en civil est mieux placé pour conduire leur destinée, ou un civil pourra être le meilleur, la personne bien placée pour pouvoir les sortir de l'ornière. Donc pour moi, pour que cette transition-là finisse, ces exceptions-là finissent, laissons ces militaires-là être candidats et laissons les populations décider. Parce que parfois, dans le silence de ces populations, il y a les récriminations qui n'expriment pas et qui vont exprimer certainement dans les urnes. Oui, mais à partir du moment où on laisse ces militaires-là se présenter, il est évident que ces militaires seront élus parce que justement, ces militaires le général Gueye n'a pas été élu. Oui, ça c'est une exception ivoirienne. Ces militaires auront tout le temps d'anéantir toute l'opposition, et c'est le cas actuellement en Guinée. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Et combien de candidatures n'ont pas été rejetées? Finalement, il y a eu quelques candidatures. Et la population a décidé de se départir du militaire. Le général Gueye Robert est tombé. Pourquoi le général Doumbouya ne tomberait pas? Pourquoi Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani ne tomberaient pas? S'ils ne tombent pas, ça veut dire que leur gestion aura été bonne. Donc, on laisse pour ça terminer. Je crois qu'il faut me laisser terminer. Merci Félix. Bien, donc comme je le disais, effectivement, il faut faire attention parce que dans tous les cas, à partir du moment où ces militaires-là, avec la gestion quotidienne du pouvoir, on parle de la Guinée. La Guinée, on a vu qu'il y a le soutien des gens de Cancan, les gens de Bokeh aussi qui commencent à soutenir les actions du général Doumbouya. Il y a son épouse qui de plus en plus fait de plus de sorties. On dira que ça rentre en droite ligne des actions de la première dame, mais on voit en toile de fond que le couple est en train de se mettre en branle pour éventuellement remplir pour être président de la République. Mais je pense qu'il faut faire attention. Parce que, on l'a dit, l'actualité est très récente. On voit déjà au Burkina, il y a eu des massacres aujourd'hui. Ça veut dire que les slogans de départ, généralement, sont souvent, j'allais dire, mis de côté au profit des ambitions personnelles. Et ça, il faut faire attention parce que, justement, malheureusement, c'est le peuple qui, malheureusement, en fait les frais après. Alors, vous avez parlé de slogan de départ et moi, il y a cette phrase qui me revient. Nous ne sommes candidats à rien. Peut-être que vous vous en souvenez, le 31 décembre 2022, Mamadi Doumbouya. Est-ce que ce n'est pas sa position, ça? Ça a été le cas de Dadis qui a dit le pouvoir, c'est quoi? Mais après, on a vu que... Oui, vous allez répondre chacun. Je disais que ça peut se faire accepter. Et partout en Afrique où il y a eu des coups d'État, c'est le même langage. Quand Général Gueye même prenait le pouvoir en 99, il a dit « Je suis venu balayer juste pour balayer, puis partir ». C'est une façon de dire « Je ne suis candidat à rien ». Mais c'est lui qui avait voulu faire comme l'opposition actuelle en s'alliant 93 partis, des gens qui n'avaient de parti que dans leur sac. Et il avait prétendu qu'il était le candidat du peuple, avec 93 partis qu'il avait reçus au palais présidentiel ici. Mais finalement, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Je ne sais pas qui a gagné, mais en tout cas, c'est Laurent Gbagbo qui était au palais après les élections présidentielles. Et tous les militaires, c'est la même chose. Vous avez vu, que ce soit Assimi Goïta, il a dit Ibeka ne peut pas gérer la situation, ce n'est que moi. Vous avez vu celui qui est au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit non seulement les politiques ne valent rien, mais tous les autres sont des vendus, des corrompus. Et la même phraséologie est en train de continuer. Mais finalement, le résultat, on a eu combien, plus de 100 morts aujourd'hui. Et vous avez vu... Oui, je ne vais pas exagérer. Le bilan n'est pas encore exhaustif. Oui. Donc, dans tous les pays où il y a des coups d'État, on veut justifier ça par la gabégie, par la concussion, par la mauvaise gouvernance. Même au Niger, où la gouvernance était relativement stable, où on avait un président démocratique, un président moins agressif, un président conciliant, je veux parler de Mohamed Bazoum, mais on a trouvé des arguments pour l'enlever. D'accord. Donc, alors... les militaires, c'est dans leur ADN de fabriquer des choses de cette nature pour pouvoir légitimer leur forfait. D'accord, 30 secondes chacun. Comme tant de... On va terminer. 30 secondes chacun, Félix. Pour répondre à ta question, je dirais que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, pour moi, les militaires... Il peut revenir sur sa parole. Il peut revenir sur sa parole, mais pour moi, et je reste encore convaincu, tout à l'heure, le professeur a dit le bilan du président Ouattara fait qu'il ne voit pas comment l'opposition pourra éventuellement faire le poids. Mais le bilan de ces militaires-là fera en sorte que quand ils seront candidats, les populations trancheront et sanctionneront, si possible, s'ils ne sont pas les hommes pour être au pouvoir. Ça m'amène à dire à tous ces militaires qui sont à la tête de nos États qu'on leur demande d'organiser les élections, donc à passer la main à des
civile et puis retourner dans les casernes pour assurer la sécurité des populations. Saint-Claver. Moi, je partage l'avis du professeur. Si vous êtes militaire, que vous vous sentez un dessein présidentiel, vous démissionnez de l'armée, vous créez votre parti politique ou bien, et puis bon, vous êtes candidat. Il ne faut pas profiter d'un coup d'État, arriver là et chercher à se maintenir au pouvoir. D'accord. Moi, je pense qu'ils ont toujours un fusil sur la tempe et de la population et de la classe politique. La preuve, au Tchad, Haroun Kabadi, qui était le président constitutionnel qui devait succéder à son père, a dit qu'il n'était pas en capacité de gouverner. Mais il est toujours président de l'Assemblée nationale au moment où on parle. D'accord. Alors, messieurs, merci. Merci Lansine Bakayoko, merci Félix Boni, professeur Diakali Diakone, merci à Saint-Claver Oula. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.